Bien, bonjour à tous. Salut William. Salut, Je suis Arnaud. ravi de te recevoir. Pareil, content de venir. C'est le 10e, 11e ou 12e épisode d'OVNI. Waouh. Mais je crois que c'est l'épisode qui va le plus me faire kiffer parce que on va l'expliquer à tout le monde et on va leur faire écouter pour commencer. Ah oui, tu commences avec ça direct. Tous les deux, c'est la première fois qu'on se rencontre. En vrai. Ouais. Mais on s'est déjà parlé il y a quelques mois et tu connais plusieurs de mes associés, Ouais. Alexandre Génie, Mathieu Stéphanie et Exact. une partie de la bande. Mais c'est vrai que la première fois qu'on s'est parlé, je me suis dit, mais en fait, on a un parcours de vie avec beaucoup de... Ouais. De points rebondissement. communs et de rebondissements. Ouais. Le premier étant une passion profonde qu'on a tous les deux pour la musique. Et peu de gens le savent. Enfin, ça commence à se savoir de plus en plus, mais c'est grâce ou à cause de toi que tout le monde a dansé pendant des années avec un morceau. Et ça passe encore. Hein. Oh là là. Qui fait ça. Alors, est-ce que, avant de parler d'entrepreneuriat, de coyote, etc., on a le droit d'attaquer 5 minutes sur la musique? Oui, carrément. Bah, d'ailleurs, raconte-moi tout ça. Passion. C'est ta première passion. Ouais. J'ai grandi à Nanterre, au Pablo Picasso, donc une jolie cité médiévale. Et à l'intérieur, fallait enregistrer un peu tous les gens du quartier. J'étais bon en informatique et en enregistrement, donc j'ai fait beaucoup de rap au début et enregistré beaucoup de rap. Mais très vite, les Daft Punk m'ont influencé et je me suis mis à la musique électronique. J'ai rencontré Dame au lycée, qui est mon associé aujourd'hui. Okay. Et Dame est un génie de la créativité. Autant moi, je vais sur les gros synthés un peu grasses, des basses, de la distorsion. J'aime bien faire des gros mix bien électro. Autant lui, c'est le pro de l'arrangement. Chaque note a sa place et chaque place a sa note, tu vois. Et en fait, on s'est tous les deux réunis pour faire de l'électronique, de la musique électronique. Et un jour, j'étais en radio, parce que j'étais en stage, tu sais, le petit larbin de Fun Radio, etc. J'apportais les cafés, j'avais 17 ans, j'étais tout content. Et j'entends... ils sont chiants, les Français qui font de la musique électronique, ils font toujours des paroles en anglais. Et moi, j'ai un quota à respecter de 21%. C'est le CSA qui me l'impose. Et moi, j'entends ça, tu vois. Et puis, à l'époque, je suis pas trop bête quand même. Je commence à me dire, tiens, ça peut être intéressant de lui amener une musique avec des paroles en français. On va en boîte de nuit le week-end, le dimanche matin en after, on se retrouve en studio. En studio, on est avec une copine qui a une superbe voix jazzy, mais vraiment Pauline Samper d'ailleurs, qui n'est pas affichée dans cette musique, mais c'est elle qui a enregistré la voix. Et du coup, elle commence à faire « c'est pour la petite bourgeoisie » parce qu'on revenait de boîte, on avait pris un carré vie, puis on s'était dit que les gens à côté de nous, ils n'aimaient pas trop la musique, mais plutôt l'exposition, tu vois. Ouais. Et du coup, on fait ce son, je l'apporte à Fun Radio, à Rémi Fischer, donc Kylian Mache, qui a repris ensuite le titre. Et je lui dis, voilà, j'ai ça, passe-le à Fun, on le passe à Fun, Miko adore ça, ça tourne 10 fois par jour, et c'est là où c'est l'envolée, quoi. Et je raconte pas la suite, mais Sony Music le rachète, tout ça, et puis j'ai toujours des droits à SACEM. Ça, c'est en quelle année? Waouh, je sais même plus. Tu sais même 2008, 2006, Attends, on va 2008. regarder. Ouais. Et alors, petit commentaire à chaud, tu as le patron de Goldman Sachs qui a été contraint d'arrêter son passe-temps de DJ. Toi, tu as arrêté, tu continues. Quelle place ça occupe dans la musique dans ta vie aujourd'hui? Aujourd'hui, la musique est toujours très important. J'en fais de moins en moins parce que je suis à fond dans ma boîte. Cependant, j'aimerais bien relancer dans le délire boîte technologique et faire une vraie énergie autour et sortir des sons en même temps que faire des logiciels. Mais bon, je suis un peu utopiste des fois, donc j'en fais le samedi soir. Ouais, il y a quelques logiciels d'IA qui commencent à sortir sur le son, etc. Je voyais des posts de Martin Solveig, avec qui moi j'ai co-investi dans Music World Media, qui disait que selon lui, ça allait aider d'un point de vue macro, mais que d'un point de vue micro, chaque artiste allait garder sa touche et un peu sa patte, son unicité. Écoute, on verra. Moi, j'en suis pas convaincu. Je pense que quand même, ça va. Là, tu parles de techno sur vraiment la musique, tu vois, et la créativité. Et comment on peut faire en sorte que t'aies pas à te craquer pendant 5 heures pour trouver une bonne mélodie ou un bon arrangement, tu vois.
Là, moi je pense plutôt que 22, quand sort une nouvelle version de produit, il sort un son, il sort une nouvelle marque de vêtements, enfin une nouvelle ligne de vêtements 22, et j'imagine, tu vois, faire un lifestyle autour de 22 si ça marche à terme. Tu vois un peu le délire? Ouais. J'aimerais vraiment pousser le délire. Ouais. Excellent. Après, j'en fais que le samedi soir avec les copains. Bon, mais c'est déjà pas mal. Ouais. Mais ça pas mal. Ouais. T'en fais aussi? Écoute, non, moi j'ai arrêté pendant 10 ans. Ouais. Donc pour l'anecdote, donc 2008, ton morceau il est sorti en 2008. Et donc moi j'ai fait de la musique de 2002 à 2012. D'accord. Et j'ai arrêté pendant 10 ans et j'ai repris 4-5 fois juste pour les copains et faire une première partie de Martin à la montagne. Un kiff, un vrai kiff. C'est sympa quand même, les premières parties avec Martin. C'était très sympa. Ça le fait. Et donc écoute, tu as eu cette vie-là, première vie, premier chapitre un peu dans la musique. Et ensuite... Ensuite, je me fais choper par un radar. Ouais, et alors attends, c'est un truc, je voulais mettre les pieds dans le plat direct. Vas-y. Donc, moi, j'ai été gendarme réserviste. On va y aller. J'ai été gendarme réserviste de 2004 à 2009 à peu près. Donc je pense pile poil... Dans les moments quand toi, tu as lancé ton truc Coyote. Bah oui. Coyote, c'est 2006. Voilà. Et moi, anti-radar, je l'ai lancé en 2004. Ouais. Au moment où notre cher et tendre Sarkozy installait tous les radars, justement, fixes. Et donc moi, j'avais fait ça pour gagner un peu d'argent en parallèle de mes études. Ouais. Et parce que j'aimais ça, c'est ce qui m'a permis d'avoir des potes au GIGN, de faire du parachutisme et pas mal de bêtises comme ça. D'accord. Mais... je trouve que ça démontre aussi ton côté un peu anticonformiste, un peu révolté, etc. Et qui est un trait qu'on regarde et qu'on veut avoir chez les entrepreneurs qu'on finance. Si tu devais résumer, parce que le but est de ne pas parler trop de cette aventure Coyote en quelques minutes, qu'est-ce que tout ça t'a appris, ce premier cycle d'entrepreneur? Je crois que... Ça m'a appris le go-to-market, le time-to-market, le vrai use case, c'est-à-dire le besoin du client et le bénéfice client. C'est tu freines, il y a un radar, tu réaccélères, merci Coyote. Ça m'a appris le business model de l'abonnement qui est vertueux et qui est dinguissime. Ça m'a appris le M&A, ça m'a appris tout ce qui était... crise, parce que vous savez, on a été interdit, donc du coup, j'ai découvert ce qu'était le lobbying, ce qu'était l'État, ce qu'était la politique, le management aussi. Dis-toi qu'on était avec Fabien au CODIR, de personnes qui avaient 45-50 ans, qui géraient notre service marketing, notre R&D, notre ci, notre ça, donc c'était stylé en fait. J'ai fait mon école de commerce grandeur nature avec des millions d'euros. Tu te lances dans cette aventure-là qui dure de 2005 à quoi? 2015, donc 10 ans. 16, 10 ans. Mais 20 à 30 ans en fait. Une vie à 2000 à l'heure. Et surtout que ça a pris, je ne sais pas si tu te rappelles de Coyote, mais il y a eu une notoriété d'un coup. Alors, on parlait de la marque. Juste avant de lancer le podcast, tu me disais OVNI commence à avoir sa petite notoriété. On veut la casquette. Il y a des gens au casquette. bureau qui veulent la casquette. Donc tiens, voilà la tienne. Yes, si tu veux, merci. Et cool. on en enverra d'autres pour les équipes. C'est gentil. Je vais la mettre direct. Et en fait... Coyote, est-ce que ça n'a pas été votre... si tu la mets, je l'enlève, comme ça fait pas trop bandeau publicitaire, mais non, garde-la. Okay. Les gens nous entendent plus qu'ils ne nous voient sur YouTube. Coyote, ça a été aussi votre force, cette marque-là, c'est vrai. qui était un vrai asset de l'entreprise. Il y avait, en plus, ça part de pas grand-chose. C'est Fabien qui adorait une bande dessinée qui n'a rien à voir avec Bip Bip et Coyote pour autant. Ouais. Mais du coup, c'était une bande dessinée, il adorait. Et cette bande dessinée Coyote, il a dit, je vais en faire une marque forte. Et après, tout le monde a retenu, en fait. Et tout le monde a retenu en mode, en fait, c'est le truc pour esquiver la police, en gros. Ouais. Et cette marque, elle avait un côté un peu, tu sais, comme un peu sopalin avec l'essuie-tout ou frigidaire. Tu voulais un Coyote. Et même quand les gens allaient chez Darty pour acheter nos concurrents, ils disaient bonjour, je viens acheter un Coyote. Donc cool, on a réussi à se mettre sur le marché et à dire c'est des Coyotes, ce type de produit, tu vois. Et sur 10 ans d'aventure, c'est quoi les grands chiffres clés avec les hauts, les bas, chiffre d'affaires, nombre de collaborateurs? Alors on est monté à 200 collaborateurs. 200 collaborateurs. Le chiffre clé, c'est 120 millions d'euros de chiffre d'affaires, 45 millions d'EBITDA. Ok. Les chiffres clés, c'est... de la croissance de 2006 à 2015 et ensuite du Waze qui tape fort, donc la concurrence, regardez un peu comment ça fonctionne. Chiffre clé, c'est dans la presse, c'est une valorisation à 600 millions d'euros à date.
Donc c'est magique en fait d'avoir créé ça, d'avoir co-créé ça. Et on en parle peu. C'est ça qui est bien. L'après. On en parle peu parce que Fabien, mon ancien associé, est quelqu'un qui aime pas forcément se montrer. C'est pas son objectif. Il aime bien être discret, vivre sa vie. Il a ses enfants, sa femme, que je respecte complètement. Il se fait plaisir avec les gens qui sont proches de lui, mais il aime pas cet écosystème bouillonnant. D'accord. Ça l'intéresse pas. Alors, c'était pas ça tout à fait le sens de ma question. C'est quand tu vis une aventure aussi extraordinaire, comment tu rebondis après? On en parle peu du blues du dirigeant quand il a vendu sa boîte, quand il part faire autre chose. Moi, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui ont vendu et qui ont du mal à trouver le projet d'après. D'accord. Toi, avant d'arriver sur cette nouvelle aventure que tu vas nous raconter, il y a eu une phase, tu as rembrayé direct, comment ça s'est passé? C'était un briquet en fait, parce que quand on a été interdit chez Coyote, Guéant nous a demandé de rajouter la vitesse de limitation sur le Coyote. Et moi, je lui ai demandé de nous donner une base de données des vitesses de limitation. Mais ça n'existait pas. Avec les travaux, c'est de l'ordre de la région, du département, etc. Et donc, du coup, je m'intéresse à des technologies qui savent aller chercher cette information. Et la meilleure, c'était vraiment la vision par ordinateur pour aller détecter les panneaux en temps réel et dire à l'utilisateur, là c'est 110 ou là c'est 130. Et quand on a eu cette technologie qui est arrivée d'Israël, que j'ai pu la voir fonctionner dans notre petite Smart Coyote autour de la Défense, quand on avait embarqué cet algorithme à l'intérieur des Coyotes qui avait une caméra, et du coup là, on a fait le tour du pâté de maison et ça a marché à 95%. Et je me suis dit, gros choc, je me suis dit, attends, on est en train de pouvoir imiter la perception visuelle de l'humain grâce à des photos qui sont montrées à un algorithme qui l'apprend, les formes mathématiques, les couleurs, etc. Et ensuite, quand tu mets ça en live, ça reconnaît les choses qui lui ressemblent. Mais attends, c'est dingo, parce que nous, la vision, c'est quand même le capteur majeur à notre évolution humaine, et que dans tous les secteurs de l'économie, tu te sers de la vision à au moins 60%. Donc du coup, je me suis dit, mais attends, on est sur un truc pas mal là. C'est-à-dire qu'avant, il faisait noir, il y a eu le feu, il y a eu l'électricité. Là maintenant, il y a des êtres humains, mais on n'arrive pas à tout voir. Pour autant, c'est le capteur majeur. Mais attends, moi, je vais me mettre dedans, et je vais construire le produit qui augmente le pouvoir de percevoir aux machines comme un être humain. Donc en gros, l'idée, la genèse de ta nouvelle aventure, elle part de là. Et donc tu embrayes directement après 2015 ? On fait un IPO, on tente un IPO en 2014. D'accord. En 2014, du coup, parce que moi j'ai 26 ans à l'époque. Donc tu vois, déjà je gagne excellemment bien ma vie, tout va bien pour moi, et pourtant je viens pas d'un milieu où on gagnait bien sa vie, donc je profite, je me tabasque parce que quand même j'adore bosser, donc du coup je donne tout, tu vois. Et là je vois IPO, je vois l'introduction, la valo, je vois mes actions, la valo, je fais wow, ah ouais, c'est pas mal quand même. Et je vois Fabien qui dit, bon Will, on s'est bien battu, maintenant on va mettre un directeur général parce qu'on a quand même tenté l'international, ça a été un peu compliqué, donc on va se mettre un peu en retrait. Je me souviens d'une discussion qu'on avait eue là-dessus, où tu disais, en fait, nous les Français, on a cette culture de pas vouloir forcément respecter. Tu vas en Belgique ou dans les pays du Nord, ils sont pas très chauds d'acheter des coyotes et ils respectent donc le besoin qui a été très fort en France n'a pas été vrai à l'étranger. Alors il a été fort France-Belgique, mais après regarde, tu vas aux États-Unis, les détecteurs sont légaux, qui sert à rien en fait. Tu vas en Espagne, ça chope à partir de 160. Donc tu sers à rien en fait. Tu vas en Italie, c'est les tutore, c'est les vitesses. Et donc après cette IPO, vous avez fait quoi? Donc vous avez pris du recul tous les deux, vous avez mis ce directeur général et tu as attendu quelques mois avant de relancer cette aventure? 3 mois. 3 mois. J'ai attendu 3 mois que le directeur général puisse se mettre en place. Je lui ai posé 3-4 questions. J'ai vu où il voulait aller à 3 ans. J'avais 27 ans, j'ai levé la main à Fabien pour lui dire, moi aussi, je veux potentiellement sortir du coup, parce que s'il n'y a plus de croissance et plus de développement, et si toi, Fab, tu te mets un peu en arrière, du coup, moi, c'est avec toi que je Tu restes actionnaire à ce moment-là? Tu cèdes une partie de tes parts? À ce moment-là, je vends tout. Tu vends tout? Je vends tout one shot parce que tu as plus le contrôle à ton associé. Voilà, qui est plus simple, donc il n'y a pas d'earn-out, quoi que ce soit, on se connaissait par cœur, voilà. Valo, c'est ça, Will, ok, go. On y va, j'ai vendu et c'est tout. Et donc c'est ce qui t'a permis aussi de refinancer cette nouvelle aventure au départ et de le faire sous fonds propres. C'est ça. J'ai acheté un peu d'immobilier. Bien sûr. Et tout le reste, j'ai remis dans 22 les 3-4 premières années. Ok. Et ce qui signifie et ce qui explique aussi
le format un peu atypique de l'aventure où tu commences par derrière un tour de table de 22 millions. 2 millions. Ouais, exactement. Ouais. Mais en fait, le chiffre pris au hasard, ouais, non grave, t'as vu. En fait, c'est un peu plus. Enfin, en equity, c'est 17 et après, il y a de la dette. Okay. Mais du coup, tu vois, bon, vous avez annoncé 22. C'est toujours pareil. Hein. Et je suis pas complexé de ce qu'il y a derrière. Donc, c'est beau. 16,8 d'equity, plus le reste en dette. On passe à 24 millions. C'est magnifique. Allez, on se dit, c'est bien de le dire, 22. C'est en 2 tranches. Okay. Tranche 1. Et la tranche 2 se déclenche dès que j'ai atteint un niveau de chiffre d'affaires qui va arriver là, dans les mois. Magnifique. Sauf que, est-ce qu'on va sur la tranche 2 ? Est-ce qu'on fait une série B directement avec des fonds US ? Est-ce qu'on voit un peu l'émulsion dans l'IA en ce moment ? Est-ce que ce n'est pas une technologie où il faut qu'un très gros nous souffle dans les ailes ? Ouais. Est-ce que la vision que tu avais au départ... Ouais, toujours la même. Toujours la même 8 ans après, 6 ans après, toujours la même. Toujours la même. En fait, c'est discret, mais comment pas secret. à quelqu'un qui connaît pas trop l'IA, qui n'est pas expert de la vidéo, qui nous écoute, comment tu l'expliques aujourd'hui ? Mais le bon sens, c'est le cas d'usage, tu le vois bien. Je voyais papy qui venait dans mon magasin Coyote et qui me disait « Mais monsieur, j'ai pas la capacité de voir le skateboard, le vélo, le panneau de limitation de vitesse. » Et quoi qu'il se passe, on n'a pas le temps de tout voir. Donc je me suis dit « Mais c'est sûr, il y a trop d'endroits où il va y avoir justement à dupliquer le pouvoir de perception humain. Donc je veux faire un produit qui s'installe le plus facilement possible partout. Sur des caméras. Derrière des caméras, soit existantes, soit à l'intérieur des caméras, soit tu peux poser des nouvelles caméras si tu veux. Donc n'importe quelle caméra, tu plugues derrière, soit en local, soit directement en cloud. Donc tu récupères les flux RTSP ou IP des cams. Hein. Ça rentre dans mon bousin. Et là, tu as une interface avec un moteur de règles qui dit, bah là, tu zones ta zone et tu dis si un humain arrive en courant et qu'une voiture arrive, que le feu est vert et qu'il fait pas beau, alors alerte en temps réel ou data. En production aujourd'hui, avec vos clients, ça donne quoi les cas précis d'usage ? Pourquoi 3 Il y en a 3. Okay. Il y en a un qui est très sécurité. Donc tout ce qui est intrusion, bagarre, etc. Tu vois. Ouais. Donc ça. Le deuxième, c'est vachement retail. Et le retail, c'est ouf ce que je vais te dire, mais on a la capacité d'être aussi précis que Google Analytics l'est en online, nous en offline. Okay. Le client, il est rentré à telle heure, il est passé 7 secondes devant ce produit, il a essayé 3 paires de lunettes. Ensuite, il est allé acheter, il est resté 18 minutes à la caisse, c'est pas normal. Et tu remontes tous ces métriques temps réel. Et donc là, c'est magique pour toutes les entreprises parce qu'elles peuvent comparer le online et le offline. Et donc du coup, redresser les indicateurs de leur offline en disant, mais les lunettes rouges, mettez-les à droite du magasin et faites-les essayer à vos clients parce qu'on sait que ça convertit à 92% quand vous donc faites ça. Dans aujourd'hui cette catégorie de clients, sécurité, le retail et la dernière. Et la troisième, c'est tout ce qui est industrie de transport. Okay. Détection des colis, des palettes, des forklifts, des humains avec des gilets jaunes, des gilets rouges. Pourquoi ils ne sont pas là ? Tiens, pourquoi là les colis sont en train de tomber à côté du chariot ? Pourquoi ? Enfin, toute l'analyse des centres logistiques. Et lorsque tes investisseurs te financent, il y a quelques années, justement, vous vous mettez d'accord sur quel type de milestone pour déclencher cette tranche 2 ou une levée de fonds série B. Parce que 5 millions d'ARR. 5 millions d'ARR, ok, c'est le milestone ils investissent, à franchir. Il y a 1 million, mais il y a 3 millions dans le cornet à signer avant fin 2023. Donc en fait, on sort le produit en 2022, on fait 1 million d'ARR. Okay. En 2023, on fait 3 millions d'ARR. Et maintenant, en 2024, il faut dépasser. Ok, donc c'est le challenge. 100% français, un peu à l'international. Comment tu... Pour le moment, 100% français. Je voulais, en étant une boîte d'IA, rester vraiment sous le fleuron français. Donc la BPI, qui est hyper rare, a leadé le tour. Ensuite, derrière, je voulais des corpos, parce que pour moi, c'était important qu'ils m'aident à m'installer dans les infrastructures françaises. Donc j'ai pris la SNCF, qui a le plus gros réseau de caméras existant aujourd'hui. Ensuite, on a Bouygues, le groupe Bouygues, qui lui les installe, parce que tu sais, il y a tout un système d'intégration des caméras, donc il fallait des gens qui sachent installer mon logiciel. Et ensuite, derrière, j'ai des business angels, j'ai le fonds Kima, j'ai TechMind, VC, qui est un super fonds un peu technologique aussi. Voilà, j'ai pris un peu tout le monde et des gens que je connais, des anciens de Coyote aussi, qui ont cru en moi. Et on a packagé ce tour à 22, donc 2 fois 11, grosso modo. Et là, on va passer la barre là, des 5 millions dans pas longtemps.
Et donc, on en parlait il y a quelques minutes sur justement toute cette nouvelle vague autour de l'IA générative. On a vu là ce qu'a sorti OpenAI sur la vidéo générative. Est-ce que ça change la donne en partie dans ton industrie? Comment tu vois ça aujourd'hui? Une opportunité, une menace, un peu comme... non, ça va, tu peux, ça ira. Est-ce que c'est quelque chose qui va, un peu comme tu l'as vécu au moment de Coyote et l'interdiction des radars, venir te gêner ou pas tant que ça? Comment tu vois les choses? Alors, on fait de l'intelligence artificielle et notre spécialité, c'est le temps réel. Aujourd'hui, tout ce qu'on voit des LLM, ça ne vient pas percuter les cas d'usage temps réel. Parce que c'est gros, parce que c'est long, parce que même quand tu fais une petite requête, tu vois, il faut que tu attendes 15-20 secondes avant que ça vienne. Donc non. Est-ce que je dois le regarder? Oui. Et je dois le regarder avec paranoïa, parce que c'est quelque chose qui arrive très très vite. On testait encore hier soir, les derniers LLM entraînés sur des choses bien spécifiques commencent à arriver dans les temps des réseaux en deep qu'on fait nous, tu vois. Donc aujourd'hui, on s'en sert et on investit dessus parce que ça nous crée de la data, nous, automatiquement. Tu vois la vidéo qui est faite là, qu'on voit qui tourne. Là, moi, si je veux reconnaître demain un canal avec des des fleurs comme il y a, je vais apprendre en data de synthèse. Donc pour moi, ça fait la data de synthèse. Et ça fait aussi l'interface entre l'humain et mon produit. S'il te plaît, est-ce que tu peux me détecter quand il y aura un camion rouge qui passe suivi d'une Clio grise, s'il te plaît? Et clac, ça va paramétrer mon moteur de règle. Finalement, ça permet d'évangéliser un peu plus le marché autour de ces sujets. Voilà. Et toi, ça va venir être une espèce de brique, un add-on qui va peut-être venir même... Ou même on va remplacer tous nos réseaux. Hein. Vraiment, hein, c'est possible. Hein. Demain, on peut arrêter le deep learning et faire que ça. Mais c'est pas grave. On a déjà l'autobus qui pourra prendre n'importe quel algorithme à l'intérieur. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Par contre, je crie un peu sur l'effet valo et sur l'effet déflationniste qu'a la technologie à ce niveau de valo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un rapport d'investissement à performance. Tu investis 100 aujourd'hui, ça fera une performance de 95. D'accord? Demain, tu investiras 100, ça fera une performance de 98. Mais après-demain, tu investiras 1 et tu auras la même performance. Donc en fait, je me dis, OK, ils sont en train de créer des barrières à l'entrée. Les VC sont en train de se monter le crâne autour du Gen AI en fonction de sa capacité à faire des choses parce qu'ils arrivent à comprendre, vu qu'ils ont un retour en direct de ce que ça fait quand ils appuient sur Entrée et qu'ils ont posé une question. Je parle du monde. Hein. Donc du coup, waouh, ça marche, waouh. Mais tu vois, moi, ça fait 1 an que je suis abonné à ChatGPT et j'en parlais à midi, j'ai mangé avec Renaud Alliou, le CTO de Préligence, donc une belle boîte aussi en computer vision, même la plus belle en France, je pense. Et du coup, on se disait tous les deux, mais tu l'utilises toi? Et je disais, vite fait, avec moi de temps en temps le week-end. Ou moi, c'est nice to have, mais c'est pas forcément must have. C'est là ça. Où toi, aujourd'hui, tu vas chercher un positionnement où une fois que tu es installé chez le client, tu es là pour 10 ans, et tu bouges plus, et tu parlais de la vertu, du côté vertueux de l'abonnement. Moi, j'avais une question. Moi, je suis passionné par les hommes et les femmes qui composent les projets. Toi qui as appris en vitesse accélérée chez Coyote à passer une team de 0 à 150 personnes, lorsque tu finances sur fonds propres cette société, lorsque tu lèves ces 22 millions, comment tu recrutes? Quel type de profil tu vas chercher? Donc tu dis que tu prends aussi des anciens de Coyote, des gens qui t'ont confiance. Et comment aujourd'hui tu es structuré? Aujourd'hui, comment tu manages? Le Covid est passé par là. Est-ce qu'il y a beaucoup plus de gens en remote? Je pense que c'est des sujets qu'on aborde finalement assez peu, mais qui peuvent être intéressants pour des gens qui vont t'écouter. Chez 22, je pense que le leadership, déjà, ça évite beaucoup de problèmes de management. Parce que quand tu tires fort et que tu inspires les autres, toi, tu te concentres sur avancer et tu as un phénomène d'aspiration, tu vois. Donc déjà, je trouve que ça traite une grosse partie du problème. Donc, est-ce que le fait d'être solo fondeur aussi, ça après, ça simplifie certaines choses? Tu peux le faire à deux? Je pense, s'il y a une bonne entente et tout ça, je pense que tu peux le faire à plusieurs. Ouais. Mais tu vois ce que je veux dire, il faut une force vive qui tire très fort. D'accord. Déjà. Ensuite, il faut que tu emmènes des gens de confiance. La loyauté, ce que tu vois au fur et à mesure, c'est que c'est quand même la principale des vertus, tu vois. Donc, j'ai embarqué des gens qui étaient avec moi sur Coyote, etc. Donc, une petite team, donc de 5, un noyau dur. Avec pizza team.
Pour les gens qui connaissent pas la référence, c'est donc vas-y, je te laisse. C'est Bezos qui dit ça, qui dit que chaque équipe doit pas être plus que des parts de pizza pour manger. Donc forcément, 8. Tu coupes. Voilà, c'est ça. Donc si tu dépasses la pizza team, c'est que tu commences à perdre du temps. Ok. Donc premièrement, tu es un leader. Et tu as une vision, important. Deuxièmement, tu emmènes ton core team. Troisièmement, tu composes autour avec 2 règles. Première règle, le cœur et l'humain, pour moi. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit des gens qui soient dans le même ADN. C'est important, donc même valeur. Et deuxièmement... Comment tu le vérifies au moment du recrutement ? Tu te trompes 1 fois sur 3. Donc tu essaies de le vérifier en posant des questions, en lui demandant quelles sont les valeurs, en prenant des références avant. Est-ce que tu fais des tests de type Disc Force Motrice, MBTI, ce genre de choses-là ? Alors je suis quelqu'un de pas du tout théorique, donc je suis vachement concret et pratique. Donc je te regarde dans les yeux, je regarde s'il y a une étincelle. Demain je passe un entretien chez toi, c'est quoi les questions que tu me poses ? C'est quoi ta passion ? Donc la musique, voilà. Pourquoi, comment, t'es câblé à quoi ? Qu'est-ce que tu as fait dans la musique ? Pourquoi tu l'as pas fait ? C'est quoi pourquoi tu t'es arrêté ? Ok. Et qu'est-ce que tu as fait après ? Ok, c'est logique, d'accord, tu as construit. Et t'es comment dans ta vie ? Tu as des enfants, ta femme ? Moi par exemple dans mon parcours, il n'y a pas forcément de logique. Mais... non, regarde, tu es souriant, tu es avenant, donc je me dis qu'avec les clients, il saura faire. Ensuite, tu me poses des questions à peu près logiques. En fait, l'humain, c'est beaucoup basé sur le bon sens et ton feeling. Et donc, demain, tes technos, ça va peut-être te rajouter une 4e brique, recrutement. Donc, ça existe déjà en partie, où tu vas mettre quelqu'un face à une caméra. Et qui va décrypter tous les trucs. Tu rigoles, on générative, on te le demande ? C'est hallucinant, les grosses boîtes. Et c'est quoi la limite que tu te fixes avec les 2 mondes auxquels tu vas accéder, les 2 mondes auxquels tu ne vas pas accéder ? Directement et indirectement. D'accord. On ne tue pas directement et indirectement. Et ensuite, on ne va pas dans la biométrie. Et on ne va pas dans le business model de la publicité. Ok. Ce sont les 3 limites. Ça, c'est les 3 limites que vous êtes fixées. En accord avec ton conseil d'administration ? Oui. J'ai vu que tu avais Pauline aussi. Ouais, que je connais un petit peu. On est co-investisseur dans une très belle start-up qui s'appelle Ave. Olivier et Renaud, les anciens Tids ensemble. Pauline, magique Pauline, merci pour tout. Elle est dans ton board, c'est ça ? C'est la principale actionnaire. BPI, SNCF Pauline, et Bouygues. Et TechMind. Et TechMind, ok. Donc ces 5 personnes-là t'ont aidé à fixer ça, ou tu l'avais déjà fixé ? Non, tu leur as dit que tu l'avais déjà fixé, ça faisait partie du socle, culture, valeur. Ça fait partie de l'ADN. Ça fait partie de comité éthique, on va pas plus loin. Comme je te disais, on recrute vraiment à l'ADN, et sur le côté technique, on recrute sur des exercices, tout bête. On veut voir quelles sont les approches pour voir un peu, et on aime bien les pirates. Tu vois, ceux qui passent pas par le chemin autorisé, un peu dans la démarche Coyote, dans la démarche tout ça. Et après, tu as des équipes par saison. Tu as l'équipe saison 1, tu as l'équipe saison 2, il y aura l'équipe saison 3. Ouais, ça fait partie du jeu. Mais il faut le dire tout de suite. Il faut l'accepter. Je pense qu'en fait, tu vas être le CRO de 22, par contre, tu peux pas être le CRO plus de 3 ans, parce que c'est une autre dynamique dans 3 ans. Okay. Donc là, tu es la saison 1, dès qu'on est à 3 millions d'ARR, on passera le relais à quelqu'un. Aujourd'hui, dans ton staff, c'est combien de personnes ? C'est 70. Et c'est composé comment entre les techs, les sales, C'est 70% tech. 30% support et commerce. Commerce, on est structuré par gros client ou par vertical. Le support est avec le produit. Au produit, on a 3 services. Premier service, la R&D. Donc, eux, c'est des chercheurs et ils vont aller chercher les réseaux d'après. Ils font les tests avec les LLM, etc., la data de synthèse. Ensuite, on a tout ce qui est features IA. Donc là, c'est des ingés en IA qui se servent de ce que trouve la R&D pour pouvoir justement faire des fonctionnalités en IA, donc les algos. Et ensuite, on a la team plateforme qui, elle, est là pour industrialiser la distribution. Et donc, tu vois, ça fait ça. Ça fait R&D, ensuite, ça fait produit et IA, et ensuite, ça fait plateforme et DevOps, en gros. Et du coup, toute cette chaîne-là, elle est vendue par des commerciaux, et j'ai un CFO, j'ai un RH. On n'est pas trop chargé en support, tu vois. Voilà comment on est architecturé. Et après, on a des C-level, des directeurs et des ingés. Est-ce que, à travers ce podcast et certaines initiatives, toi qui as eu un parcours extraordinaire d'extraterrestre, d'OVNI, j'aime bien. T'es dans une logique de give back et de partage d'expérience ? Je sais pas. Pour l'instant, je suis focus 22. Je dois développer le chiffre d'affaires. Je veux faire 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires ou de dollars avant la fin de ma vie. Donc, ça, c'est ton challenge. Voilà, c'est mon challenge.
Je veux atteindre au moins les 100 millions avant 40 ans. Donc, il me reste 4 ans, 3 ans et demi. Et donc, du coup, il faut absolument que j'arrive à ça avec 22. Et je sens que c'est possible. Donc, voilà dans quoi je me suis lancé. Et plus tard, on verra. Voilà. Et j'ai du mal, tu vois, même mes sous, quand je les ai touchés de chez Coyote, j'ai pas eu, je sais pas si c'est du courage ou l'envie ou quoi, mais envie de faire des investissements tiers. J'ai pas eu envie. J'ai investi pour moi et j'avance pour moi pour créer 22. On le voit aussi, nous on en discute pas mal avec nos souscripteurs. La problématique de pas mal de business angels, c'est que quand ils veulent le faire, ils sont en réaction avec une obligation un peu fiscale, type 150 OBTR ou des choses comme ça, avec 2 ans pour le faire. Ils vont pas le faire à temps plein. Et en fait, au bout de 10, 15, 20 deals, ils en reviennent et ils disent j'ai pas forcément envie de le gérer. Nous, c'est le persona type des gens qui investissent dans OVNI. C'est des gens dans la tech qui ont fait un beau premier exit, qui ont vendu. Ils ont joué un peu en tant que business angel. Des fois, ils ont gagné, des fois, ils se sont brûlés les doigts. Et au final, ils se disent, je préfère bosser avec 4-5 sociétés de gestion de premier plan et me reconcentrer, typiquement, me relancer sur une nouvelle étape. Dans mon propre business, etc. Mais la rupture cognitive est pas loin, la surcharge cognitive est pas loin. Donc... le défocus en fait, et vous le dites les fonds là tout le temps en permanence, c'est quoi ta verticale, tu te focuses sur quoi? C'est pour ça que moi je te taquinais sur la musique, mais parce que moi objectivement ce que j'explique, les gens me disent ça te manque pas la musique? Non, ça a été un chapitre, comme tu disais, c'est comme des saisons. Moi j'ai vu ça comme une saison magnifique. J'ai appris des choses, j'ai développé un réseau relationnel avec lequel j'ai fait du business, et Music World Media j'ai investi parce que j'avais cette passion dans la musique. Mais après, au-delà de ça, tu tournes la page. Voilà. Et oui, 10 ans après, tu peux y revenir pour te faire plaisir, etc. Mais de toute façon, je pense que c'est des chapitres, il faut accepter de les tourner. Et donc, c'était une question, mais effectivement, aussi, je suis d'accord avec toi sur ce côté hyper focus. Sur les 30-40 startups que j'ai financées, ceux que j'ai vus le plus réussir, c'est pas à moi de le demander, c'est l'entrepreneur, soit il le fait, soit il le fait pas. Et puis après, moi, tu sais, je suis actionnaire minoritaire, donc j'ai pas d'emprise plus que ça quand même. Non, mais tu vois, on en a beaucoup rigolé avec un Tay Chris qui continue à faire certaines conférences, c'est vrai. Tu vois, parce qu'il avait cette volonté de partage, et à un moment donné les fonds ont dit tu peux faire des conférences mais c'est pas plus de X par an. Et c'était normal parce que l'énergie du dirigeant dans des journées de 24 heures, à un moment donné, elle doit être concentrée sur l'outil de travail, et ça passe vite. Déjà rien que venir là en taxi, repartir, parce qu'on est deux, tu perds 2-3 heures quoi. Et dans une journée tu peux bosser quoi, 10-15 heures maximum. C'est énorme. Et tu sais, la baseline, le pitch de ce podcast, c'est de dire je vais l'avoir oublié, mais la plus grande de nos richesses ne se compte pas en millions, mais en minutes. Et donc, je te remercie infiniment d'avoir pris ces 2 heures pour venir parler un peu de ce que tu fais. Mais c'est cette notion plaisir et focus, tu vois. Plaisir, focus. Parce que mine de rien, tu ne peux pas focus si tu te fais pas un peu plaisir non plus. Oui, et de temps en temps, c'est ce genre de rendez-vous-là. Tu vas sur un événement, tu fais un podcast, etc., qui vont t'amener une opportunité. On en parlait juste avant de passer en live. Et donc un entrepreneur, et je pense que tu l'as très bien fait avec Coyote et avec cette nouvelle aventure, doit avoir l'esprit ouvert pour saisir des opportunités. Et donc s'il n'est pas aussi dans je teste, je vais faire ces choses-là et j'accepte de prendre une partie de mon temps. Donc il faut être hyper focus et garder. Tu vois, moi, c'est Rachel Delacour qui m'avait dit ça. C'est vrai, garder cette notion d'apprentissage. Va sur des événements, machin. En fait, sur un événement, tu rencontres une personne, tu peux avoir ton ROI. Et elle avait dit, il faut juste être très sélectif sur le nombre d'événements que tu fais et accepter de dire non et choisir les bons. Et en fait, le talent, il venait plus... de savoir sélectionner, en fait. Voilà. Ça, c'est dur. Hein. Et voilà, c'est les discussions qu'on a eues. Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel tu voudrais conclure cet épisode, que tu voudrais partager aux gens, aux ovnis qui nous écoutent? Les ovnis je pense que les ovnis qui écoutent, ils sont tous dans la même situation que moi. C'est-à-dire qu'on écoute beaucoup ce qu'on ressent de manière animale. Ne pas se laisser perturber par tout ce qu'on lit. Parce qu'il y a quand même beaucoup de perdition d'informations, je trouve, entre ceux qui font, ceux qui en parlent. Et donc, du coup, ceux qui font, souvent disent pas tout.
Et je vous assure, hein, le feeling que j'ai en ce moment, c'est venez, on se concentre sur notre sujet, on fonce sur notre sujet, nos croyances, on les pousse jusqu'au bout, et de toute façon, c'est que le client et le chiffre d'affaires qui fait que ce que tu es en train d'enquêter est finalement le bon chemin, tu vois. Ouais, okay. Donc vraiment, parce que dans la presse, je pourrais avoir peur de l'IA et du Gen AI qui arrive à fond. Là, j'ai en ce moment tout Nvidia Technique qui est chez moi, chez 22, pour regarder un peu tous les trucs qu'on fait. Et de ça, ils disent « Ah ouais, mais vous devrez mettre du Gen AI là. » Non. On se calme. Les clients, ils veulent pas ça. CMA, CGM, la police, le ci, le ça. Eux, ils veulent ça, ça et ça. Allez, on fonce là-dedans. On y va le plus vite possible, dans le focus. Et on met une putain de dynamique et une putain d'énergie dans l'entreprise. Tu vois ? Donc l'énergie, je pense que c'est ce qu'il faut cultiver. Moi, là où je te rejoins, et peut-être pour conclure là-dessus, c'est en 2020, tu as le Covid, tout le monde te dit qu'il faut arrêter d'investir. Moi, je dis non, c'est le moment où il faut le faire. Ouais, notre associé Julien Coulon, il a investi quelques millions avec CM Crédit Mutuel Equity à l'époque. Je le connais bien. J'ai un truc à dire. Il t'écoute Oui, il écoute, évidemment, Julien. Alors, dédicace à toi, parce que je viens de recevoir aujourd'hui mon tapis de course pour faire mes réunions debout sur tapis de course. C'était le premier à me l'avoir montré il y a 4 ans, un truc comme ça. Donc, dédicace à toi. Bon, c'est cool. Ouais. Mais tu vois, lui, il a investi, je crois, 6 millions dans Planity, alors que tous les salons de coiffure étaient fermés. Ouais. Ils ont annoncé cette semaine, je crois, une levée de 45 millions. Derrière, tu as la guerre en Ukraine, etc. Je veux dire, si tu fais que lire la presse, tu te dis, mais les gens vont jamais investir dans des nouveaux fonds, je lance pas ma société de gestion et j'y vais pas. Et je pense que la qualité d'un entrepreneur, c'est aussi, comme tu dis, de mettre ses œillères et de se dire, ok, je crois en mes fondamentaux, je crois en ce que je vais faire et j'y vais. Et d'inventer son marché presque. En tout cas, en ce qui te concerne, toi, oui. Moi, je suis sur un métier qui est quand même un petit peu plus traditionnel. Ouais. Merci beaucoup. Avec plaisir, c'est trop court presque. Ouais, c'est court. Et à la fois, on en parlait avec Christopher d'Orso Media, on s'aperçoit que, hormis Mathieu, qui a un taux de rétention incroyable avec des podcasts de 3 heures. Super vite après. Tu vois, nous, on a un taux de complétion, pour parler du terme technique, qui oscille entre 40% et 55-60% au bout de 30 minutes. Et en fait, ce qu'on se dit, c'est que pousser 30 minutes de plus pour garder 20% des auditeurs, vaut mieux mettre cette énergie à faire d'autres épisodes. Je comprends. Comme ça, tu prends plus. Donc, merci de continuer à nous écouter. Merci William d'être venu partager tout ça. Et j'espère que tous les deux, on pourra jouer quelques disques à la soirée de closing du fonds OVNI cet été et partager cette passion commune quelques heures. Go. En tout cas, tes yeux veulent dire beaucoup de choses et ils pétillent, donc je suis chaud pour faire des trucs. Allez, à bientôt tout le monde. Merci de nous avoir écoutés. Et n'oubliez pas, vous pouvez liker, commenter, mettre 5 étoiles. Et puis, on fait une belle dédicace à Noah qui a été le plus sage enfant qu'on connaisse sur cet épisode. Merci Noah. À bientôt. Salut, ciao. Attends.